Oui, bonjour. Oui, bonjour Angela, Radio Capitole au téléphone, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Bon, parfait. Alors Angela, vous avez contacté ce matin la rédaction de Radio Capitole par rapport à une situation qui est relativement catastrophique et qui nous a justement interpellés. C'est la situation de vos enfants, mais c'est aussi votre histoire. Nous avions diffusé il y a quelques jours un appel à témoins dans le cadre des placements. Alors non pas placement abusif, mais dans le cadre d'une histoire de placement où l'on cherchait justement à retrouver certaines personnes qui auraient été victimes de placements dits abusifs ou de maltraitance, mais surtout des personnes qui auraient été placées, des enfants placés et qui auraient potentiellement été parents et par la suite auraient eu également ces enfants placés. Et visiblement, vous êtes dans ce cas-là, c'est ça ? Oui, et depuis la naissance. Alors, pour vous, dans votre cas, on va commencer par séparer, on va commencer par scinder cette interview en deux parties. C'est-à-dire la première partie, c'est votre histoire à vous, votre histoire personnelle à vous, où vous-même, vous avez été enfant placé. Et après, on parlera un petit peu de l'histoire de vos enfants, si vous le voulez bien, Angela. Oui, il n'y a pas de souci. Je Allez. réponds à toutes vos questions. Donc je vous écoute déjà par rapport à votre histoire, vous, de votre adolescence et de votre place d'enfant placé justement. Expliquez-nous un petit peu tout ça pour les gens qui nous écoutent sur Radio Capitole. D'accord. Donc moi, il se trouve que j'ai été placée à l'âge de 5 ans. À quel âge exactement ? À l'âge de 5 ans. D'accord. Suite à ce que des assistantes sociales sont venues nous voir à l'école Jules Ferry à Bayonne, surtout ma sœur et moi, parce que moi je parlais pas beaucoup, mais ma sœur s'est un peu plaint par rapport à un doigt cassé. Et donc du coup, en fait, on a été enlevés ce jour-là même. Et notre mère est venue nous chercher après vers 4h30, mais sauf qu'on était déjà plus là et on était placés. Alors, ce qui veut dire que c'est votre petite sœur ou votre grande sœur ? C'est ma sœur jumelle. D'accord. Donc votre sœur jumelle s'est plaint auprès des enseignants d'un doigt cassé. Donc, voilà, d'un doigt cassé. Un doigt cassé à cause de qui ? À cause de vos parents ? Non, elle disait que c'était mon beau-père, mais en fait c'est parce qu'elle voulait être placée. D'accord. Ouais. Elle vous a dit à un moment ou à un autre pour quelle raison elle souhaitait ce placement, elle ? Parce qu'elle ne voulait plus rester en compagnie de mon beau-père, en fait. D'accord. Et donc, en fait, vous avez une situation familiale où vos parents sont séparés, c'est ça ? Mon père est parti à l'âge de 3 ans pour mon petit frère et nous, on avait 5 ans. D'accord. Et donc, en suivant, donc vos parents, on a été placés, quoi. Donc vos parents se sont séparés, il y a eu une intervention des services sociaux et vous vous êtes retrouvés placés jusqu'à quel âge, Angela ? Jusqu'à 17 ans et demi, parce qu'après j'ai été virée. D'accord. Pendant votre enfance et puis suivi de votre adolescence, comment s'est déroulée un petit peu votre évolution dans le cadre de ce placement ? Mon évolution, ça n'a pas été terrible puisque j'ai fait quand même 17 femmes d'accueil, 4 foyers. Dans la première femme d'accueil, moi je prenais tout parce que ma sœur était maligne et elle avait 2 enfants qui s'appelaient Louis Sébastien. Oui, allez-y. Comment ? Allez-y, c'est Oui. simplement la vidéo sur la tablette qui s'est mise en route. Oui, elle avait 2 enfants et donc nous, en agrément, on était hier dans un gîte et cette femme était femme d'accueil avec son mari. Et il se trouve que cette femme, justement, nous a traumatisés carrément petite parce que, enfin, surtout moi, parce que ma sœur était plus maligne. Et moi, j'ai toujours eu quand même un caractère assez trempé quand même. Et donc, du coup, elle nous jetait sur les murs, elle nous faisait traire la vache, elle nous forçait à aller au coq, elle nous faisait peler des patates pendant 4 heures. On le disait à l'éducateur de l'ASE. Et donc du coup, elle nous prenait après, quand l'éducateur de l'ASE soit parti, elle nous prenait par le cou, moi et ma sœur, et on faisait une lettre comme quoi on avait menti. Donc au final, elle nous piquait même notre argent de poche. Et au final, à cause de ça, on est passé pour des menteuses. Mmh. Et elle a reçu 3 triplés plus petits que nous en suivant après. Mais on est quand même resté 3 ans dans cette femme d'accueil et c'est notre maman qui nous a sortis de là.
Et les Que 3 c'est la seule qui triplés nous a qu'il y avait, ils étaient également placés dans le... C'est ça? Ils étaient placés. Nous, on les a pas connus, mais je trouve ça dommage qu'elle est restée femme d'accueil parce que ces petits-là, si nous, on a été traumatisés de 5 à 9 ans, ces petits-là doivent être pire que traumatisés parce qu'ils étaient plus petits que nous. Comment s'est passée la sortie de placement, c'est-à-dire comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce que votre mère a fait? Est-ce que vous avez fini par parler de ces maltraitances que vous subissiez par votre famille d'accueil? On l'a dit à la juge, mais du coup, on est passé pour des menteuses. Du coup, notre mère, elle a forcé tout le passage. Elle a écrit plusieurs fois à la juge. Elle a réussi à avoir des preuves parce qu'on y allait quand même un week-end sur 2 chez notre mère. Donc, elle a réussi à avoir des preuves. Mais il est voilà. difficile pour un enfant placé, pour des enfants qui seraient placés, il est difficile pour les parents d'obtenir des preuves. Comment votre mère a fait? C'est nous, pendant le week-end, qui lui montraient qu'on avait des bleus, on lui disait tout ça. Et en fait, elle a réussi, mais au bout de 3 ans, quoi, à nous sortir de là. Donc, pendant 3 ans. Donc, ce qui veut dire qu'entre le temps que vous avez décidé de parler, donc sur les 15 ans, vous avez décidé de parler et votre maman a réussi à vous sortir de placement jusqu'à vos 17 ans, c'est ça? Non, parce qu'après, on a été repris. On est sorti 2 fois du placement, on a été chez notre mère, mais après, on nous a repris. Pourquoi? L'aide sociale d'enfance, ça nous a repris. Pour de faux motifs, pour justement faire durer des placements, parce que ça rapportait de l'argent. Ils disaient que notre petit frère autiste, il fallait que notre mère s'occupe plus de notre petit frère autiste que nous. Donc en fait, ils trouvaient ce prétexte-là, quoi. La situation est horrible pour vous. Comment on évolue en tant qu'adolescente dans ces conditions? On se referme un peu sur nous. On arrive quand même à parler, mais c'est très délicat parce qu'on arrive à parler à des psychologues de l'ASE, mais bien sûr, ils arrivent à classer l'affaire. Ils arrivent plutôt à essayer de nous mettre sous cachet pour qu'on ferme notre bouche. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Et voilà, quoi. Vous avez du mal à faire confiance, du coup, maintenant aux services sociaux? Complètement. Je n'ai plus du tout confiance aux sociaux et limite, je suis même devenue presque antisociale. Mais concernant les sociaux, sinon après, je suis... Et aujourd'hui, votre sœur, comment se porte-t-elle? Ma sœur, elle va bien. Ma sœur, comme elle était plus maline, elle a réussi à sortir du foyer. À chaque fois que mon père ou ma mère devaient nous récupérer, ma sœur s'imposait, donc du coup, moi, je restais en foyer. Donc, il y a une séparation de la fratrie à un moment ou à un autre, lorsque vous étiez adolescente? Ah oui, ils nous ont séparés. Vous avez été totalement séparés? On a été séparés à partir de l'âge de 11 ans parce qu'ils disaient qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler. Donc voilà, elle est partie du côté de Paris, moi je suis partie du côté de Pau pendant 14 ans. Ah, donc c'était carrément une séparation même au niveau des kilomètres, c'est-à-dire qu'elle était sur Paris, vous étiez sur Pau, il n'y avait aucune possibilité de lien fraternel, vous n'aviez aucune possibilité de communiquer puisque vous n'étiez pas dans la même ville. On n'avait plus de lien. Oui, voilà, on n'avait plus de lien, on n'avait pas de téléphone, enfin, ils nous bloquent tout, quoi. À quelle fréquence vous rencontriez votre maman lorsque vous étiez enfant placé? Tous les 15 jours, ou un week-end par mois. Donc ça se passait sur l'écart d'un week-end, c'est ça? Oui. Le retour à la maison, comment ça se passait? Le retour à la maison s'est bien passé, mais à chaque fois, là, je trouvais des prétextes pour nous reprendre. Donc, du coup, on repartait en foyer parce que, malheureusement, je faisais des fugues et j'en faisais beaucoup, quoi. Que ce soit chez ma mère ou en foyer, j'étais toujours en vadrouille. Parce que je ne voulais pas rester chez ces gens-là, quoi. Angela, votre mère a déposé plainte contre la famille d'accueil pour les faits, ou elle en est restée sur le fait, voilà, vous êtes sorti de placement grâce à l'intervention de votre maman, au combat de votre maman, elle en est restée là ou elle a décidé de poursuivre les services sociaux? Elle en est restée là parce que même pour moi, pour mes enfants, pour maltraitance, franchement, à chaque fois que je veux aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, ils essaient de nous discréditer.
Donc ils veulent pas qu'on porte plainte, surtout le commissariat, mais j'ai quand même réussi, dû aux maltraitances de mes enfants, à porter plainte. Donc il faut pas lâcher, quoi. Alors ça, on va en revenir justement par rapport à votre situation de maintenant. Vous avez été une enfant placée, votre sœur aussi, vous avez été séparés, puis vous avez grandi, il y a eu l'adolescence, et puis vous êtes sorti de placement à 17 ans et demi, vous êtes majeur, et puis un jour vous rencontrez quelqu'un, et puis vous décidez d'avoir des enfants. Et vous aussi, vous devenez maman. Et puis, à la grande surprise, vous avez une sœur jumelle et vous avez vous-même, en tant que maman, des jumeaux. C'est quand même incroyable, cette histoire. Ça, c'est incroyable, mais c'est la fausse jumelle qui aura toujours tendance à faire des faux jumeaux. Donc ça, c'est super. Je suis super contente. Voilà. Donc, vous tombez enceinte. Qu'est-ce qui se passe après ? Je tombe enceinte à 27 ans. Pendant ma grossesse, j'ai deux suivis PMI à me force, sans faire des écrits, à venir chez moi. Donc du coup j'ai abscété, et après je n'ai plus abscété parce que du coup, vu que j'habitais au Petit Bayonne et qu'il fallait faire 4 étages et que je me garais super loin avec ma voiture, j'arrivais quasiment plus à marcher parce que j'ai quand même pris 22 kilos pendant ma grossesse. À chaque fois que j'étais en bas de mon appartement pour monter les 4e étages, je sentais mes bébés en train de bouger, et puis j'avais peur au final de tomber ou quoi que ce soit. Donc je suis repartie chez ma mère, mais pendant quelques mois juste. Et dès que j'ai eu les actes de naissance, dès que j'ai accouché, j'ai eu mon appartement. Donc vous résidez effectivement chez votre maman par rapport à la situation logistique de votre appartement, c'est ça ? Voilà, par rapport à la situation, parce qu'il n'était pas adapté, parce qu'il était au 4e étage, et parce que alors, pour quelle raison l'appartement n'était pas adapté, Angela ? Parce qu'il était au 4e étage et que en fait j'avais qu'une chambre. D'accord. Et donc moi j'arrivais plus du tout à monter. C'était vraiment une question logistique. Vous n'aviez qu'une chambre et vous ne disposiez pas de suffisamment de chambres pour les jumeaux, et même pour vous, ce n'était pas un appartement qui était adéquat. Donc vous décidez de revenir chez votre maman. Ouais. Oui. Voilà. Vous y restez quelques semaines, quelques mois, quelques années? Comment ça se passe? Non, je reste juste quelques semaines parce que je suis partie à peu près à 6 mois de grossesse de mon appartement. Donc du coup, je suis retournée chez ma mère pour essayer de me profiter un peu, me reposer. Et elle avait un ascenseur et tout, donc ça, c'était pas un problème. Et pour être un peu aux petits soins. Voilà. Voilà. Votre maman vous a soutenu tout au long de la grossesse, où il y a eu des hauts et des bas? Elle m'a soutenue. Juste le truc, c'est qu'elle n'a pas accepté parce que la néonate de l'hôpital de Bayonne lui ont refusé de rentrer avec mon petit frère autiste et elle n'a pas supporté. Donc, ils se sont vraiment accrochés avec les médecins et tout ça. Et au final, elle n'a pas pu voir. Elle a pu les voir qu'une fois. Vos enfants sont nés quel jour? Ils sont nés le 11 avril 2016. Donc le 11 avril 2016, c'est le plus beau jour de votre vie, Angela, pour détendre un petit peu. Voilà, c'est le plus bel jour. Ça. Vous êtes accompagnée du papa ou il est déjà absent? Non, il était déjà absent. Donc, il était absent un mois avant que j'accouche. Donc on est vraiment quelque part sur un effet miroir de votre enfance. Votre papa s'en va et là c'est le papa des enfants qui s'en va. C'est un coup dur pour vous? Ça fait très peur. Oui, voilà, c'est un coup dur, mais ça, c'est pas grave parce que, étant donné que j'ai manqué beaucoup d'amour petite, justement, j'en avais plein à donner à ces petits. Et je m'étais dit que j'allais devenir une maman géniale. Et enfin, voilà. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais oui, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais contente. J'avais 2 jumeaux différents. J'avais un blond aux yeux bleus et elle était un peu yeux clairs, mais toute brune et toute mate de peau. Et puis, vous aviez le choix du roi? Un garçon. Voilà, j'avais le choix du roi. Et ça m'a fait changer, quoi. Ça m'a fait changer le fait d'avoir mes jumeaux, quoi. Devenir plus responsable. Voilà, et votre instinct maternel s'est déclenché de suite. Il s'est déclenché de suite parce que, en plus de ça, quand j'ai accouché, ils savaient déjà, les services de l'hôpital, qu'ils allaient m'enlever mes bébés. Donc, ils m'ont montré qu'une seconde ma fille. Et mon fils, ils me l'ont pas montré. Donc, ils m'ont laissé plus de 3 heures dans la salle de réveil. Et ils voulaient, j'ai soigné plusieurs fois. Au bout de 3 heures, ils n'ont pas voulu
me sortir de là. Donc du coup, j'ai pris les devants, je suis allée dans ma chambre, j'ai arraché toutes mes perfusions, je me suis douchée parce que je voulais être propre pour mes bébés et je suis partie voir mes bébés dans la néonate, mais ils étaient dans une boîte. Voilà, mais comme je venais d'accoucher, je les ai pris vite fait dans les bras, mais je les ai laissés se reposer quand même. Vous allaitiez? Ouais. J'ai voulu allaiter, mais en fait, on m'a un peu forcé à prendre le cachet parce qu'en fait, ils savaient qu'ils étaient placés. Donc du coup, j'ai pris le cachet par peur de pas avoir assez de lait. Oui. D'où parce que j'ai un problème de défense immunitaire, c'est-à-dire j'ai une thalassémie mineure, mais c'est pas grand-chose, c'est un problème de globules blancs, globules rouges. Donc j'avais eu peur justement d'allaiter mes bébés. Angela, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Au premier jour de l'accouchement, on vous laisse avec vos enfants? Non, parce qu'on me les a mis directement en néonate. Donc j'étais la seule des mamans, enfin quasiment la seule des mamans à ne pas avoir ces jumeaux dans la chambre. Donc au lieu de... Donc je suis restée 12 jours à l'hôpital. Au lieu d'avoir le pot contre pot avec vos enfants, ils vous sont directement enlevés, mis en néonate. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour vous? Vous n'allez pas pouvoir tenir dans ces conditions? Voilà, le 12 avril, ils arrivent à 5 dans ma chambre avec 2 policiers en civil. Ils me disent qu'ils m'enlèvent mes bébés. On va rappeler à ceux qui nous suivent sur le Facebook Live et également à ceux qui nous suivent sur le site internet de Radio Capitole. Vos enfants sont nés le 11 avril. Le 12 avril, il y a une intervention d'une équipe éducative qui va venir pour vous les prendre. Voilà, pour venir me les prendre, mais ils sont restés quand même presque 20 jours à l'hôpital parce qu'ils faisaient 1,910 kg et 1,900 kg. Mais en fait, ils me disent qu'on m'enlève mes bébés parce que, enfin, sur le motif danger, immoralité, je sais plus quoi, le truc qu'ils disent tout le temps pour les placements. Ouais, que le danger, la moralité des enfants était compromis. Voilà. Pas d'effet de maltraitance pourtant, puisque les enfants viennent de naître. Voilà, donc, pas d'effet de maltraitance parce que je n'ai rien fait pour, même pendant ma grossesse, j'ai rien fait de mal à mes enfants. Au contraire, je mangeais dès qu'ils en avaient envie, donc... Angela, avant la naissance de votre enfant, est-ce qu'il y a eu des faits relatés comme quoi vous étiez une personne violente, avec une mauvaise réaction, un mauvais cheminement dans la maternité? Il y a eu quelque chose qui a pu déclencher ce placement? En fait, j'ai 2 sociaux qui m'avaient dit enceinte de 3 mois, ils m'ont proposé un foyer à accueil leur enfant. C'est là que ça a été horrible parce que moi du coup j'ai dit non en disant que j'étais tout à fait capable de m'occuper de mes jumeaux et que j'allais trouver un appartement direct, ce que j'ai trouvé directement tout seul. Et donc du coup elles me disent me proposent ce foyer à leur enfant, du coup je dis non, mais par contre attention, elles me disent pas que si je disais non, elles feraient 3 signalements au procureur et qu'elles essaieraient même d'aller plus loin, de me mettre sous curatelle. Donc vous êtes clairement menacé par les éducateurs qui vous ont proposé ce foyer mère-enfant? Pas vraiment menacé, elles m'ont proposé, mais elles n'ont pas insisté. Elles m'ont pas dit que si je refusais, elles feraient 3 signalements au procureur et que mes enfants seraient placés. Sinon, bien sûr, je l'aurais accepté. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, Angela? Je suis tranquille de 3 mois à 8 mois et 15 jours parce que j'ai accouché à 8 mois et 15 jours. Je suis tranquille et en fait, pendant tout au long de ma grossesse, même l'hôpital de Bayonne était de mèche parce que pendant tout le long, apparemment, ils faisaient des réunions avec PMI, Centre social et l'hôpital de Bayonne. Et par contre, ils me disaient rien quand je faisais mes échos tous les mois, que je vérifiais que mes bébés allaient bien. On me disait rien, quoi. On me disait pas qu'on allait m'enlever mes bébés. Pourtant, ils le savaient tous. Il y avait dans l'équipe médicale une personne à qui vous aviez accordé votre entière confiance? Juste une dame, mais parce qu'elle m'avait accouché à l'époque en 88. Donc elle, j'avais confiance. Mais je sais que c'est pas elle qui m'a fait, c'est une madame Valère de l'hôpital de Bayonne qui a fait un faux signalement et qui est complètement avec l'ASE, quoi. Et qui est là pour placer des enfants. D'où je connais aussi quelqu'un qui en lui a placé son bébé, son fils, à la naissance, pareil que moi, dans les mêmes conditions. D'accord. Je vous donnerai le nom en privé. Et il s'appelle, cette personne qui a, on va dire, aidé au placement, aurait, dans les mêmes conditions, accouché la personne que vous connaissez?
Non, elle n'a pas accouché parce qu'elle faisait des services sociaux. C'était D'accord. un service social. Donc D'accord. elle, c'est une sorte d'assistante sociale, mais qui D'accord. était là pour Mhm. mais pour enfoncer les gens, quoi. Mhm. Lorsqu'on vient vous prendre vos enfants, vous dire qu'on place les enfants, comment vous réagissez? C'est Ben, j'ai horrible. réagi super mal. Je leur ai dit que s'ils touchaient un cheveu de mes bébés, que je les retrouverais toutes une par une, mais sans vouloir Votre colère a forcément dépassé vos mots. Voilà, ma colère a dépassé mes mots, donc j'étais un peu plus agressive parce qu'on me dit qu'on m'enlève mes bébés sans aucune raison, sans aucun motif, sans me dire sans me reproposer un foyer accueil mère enfant, hein. Ils disent qu'ils me l'ont reproposé, mais en fait ils me l'ont pas reproposé. Parce que en fait j'ai su par la suite que la tante familiale duquel est partie chercher de l'occasion un mois auparavant que j'accouche, elle allait recevoir des jumeaux, donc ils étaient tous de mèche. Ils le savaient qu'on me volait mes jumeaux, et elle disait justement à cette personne, que j'ai une preuve, hein, elle disait à cette personne, elle lui a fait un chèque de 50 € pour acheter des couvertures et des trucs d'occasion, et elle disait, ah, je suis assistante familiale, je me fais une grande joie, je vais recevoir des jumeaux. Alors qu'elle vient d'avoir le diplôme, mais il se trouve qu'elle maltraite comme mes jumeaux, quoi. Ou qui sont enfermés comme des boîtes de conserve chez elle, parce qu'ils ne sortent jamais dans le jardin, d'où j'ai été voir leurs voisins. On va revenir dans le fil des événements. Vos enfants sont emmenés à quelle date à peu près? Comment? Vos enfants, ils sont emmenés par les services sociaux à quelle date à peu près? Est-ce que vous avez ce souvenir? À peu près, ils ont été enlevés le 2 mai. Le 2 mai. Donc le 2 mai, on vient vous retirer les enfants, on vous les enlève. Vous allez les revoir quand, ces enfants? Le temps que ça se mette en place, on m'a mis 1 mois et demi. Donc je les ai pas vus pendant 1 mois et demi. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient âgés à peu près de plus de 2 mois. Voilà. Le lien maternel est rompu. Comment se passe la première visite avec vos enfants? Ben, ça se passe super bien, je suis contente de les voir, mais je me mets à pleurer, ce qui est normal parce que j'ai pas vu mes jumeaux depuis un moment. Je les vois grandir. Pour moi, on m'a volé mes jumeaux dès la naissance, donc pour moi, la femme d'accueil me vole tous les plus beaux moments d'une mère. Hein. Alors, ils sont placés en foyer ou ils sont placés en famille d'accueil et ton bébé? Ils sont placés en femme d'accueil. D'accord. Donc, ils ont à peine 2 mois, ils sont placés en famille d'accueil. Vous avez l'impression qu'on vous vole votre rôle de mère? Complètement. Complètement. J'ai l'impression carrément que la femme d'accueil me vole les plus belles années de mes enfants, me vole le lien mère-enfant, puisque elle me remplace, quoi, complètement. Hein. Celle qui vit avec, moi je vis pas du tout avec, donc voilà. On vous vole les instants de bonheur, les premiers gazouillis, les premiers rires, les premiers faux sourires, les premiers sommeils. Voilà. Même si quelque part on peut dire que vous avez évité les nuits blanches à cette période, mais on vous vole des instants qui sont précieux en tant que maman. C'est des On me vole moments, carrément le lien affectif avec mes enfants. c'est des moments qui ne se rattrapent jamais en fait, Angela. Non, je le rattraperai jamais. Je le sais bien que je ne rattraperai jamais. J'essaierai de rattraper, mais le temps perdu, je l'ai perdu. Lorsque vous allez chez le juge des enfants par rapport à ce placement, comment ça se passe? La juge m'avoue clairement qu'elle avait pris la décision avant que j'arrive. Il se voyait toujours avec l'aide sociale à l'enfance avant, donc le contradictoire n'est pas respecté. Même le projet pour l'enfant depuis 2 ans et 2 mois n'a jamais été mis en place. On va rappeler à nos auditeurs question juridique. On va rappeler une question juridique justement qu'on avait traitée à l'époque. Le PPE, ce qu'on appelle le projet pour l'enfant, depuis la loi sur en matière de protection de l'enfance, donc de 2007, rend obligatoire lorsqu'il y a une saisine du juge des enfants ou du conseil général, rend obligatoire l'élaboration d'un PPE, d'un projet pour l'enfant. Il s'agit simplement d'un document qui est établi entre le conseil général, les parents
et s'il y a effectivement une administration judiciaire, afin de déterminer des objectifs qui permettent de mettre en place des solutions dans le but justement de renvoyer très rapidement et dans de bonnes conditions l'enfant dans son milieu naturel, notamment avec sa maman. Ce projet pour l'enfant n'est pas établi. Qu'est-ce que vous dites au juge ? Que je trouve pas ça normal qu'elle prenne la décision avant que j'arrive, qu'on me laisse même pas être la chance d'être maman, que je n'ai aucunement pu maltraiter mes enfants. Donc pour moi, voilà, j'ai une situation, j'ai un appartement, j'ai tout ce qu'il faut pour mes bébés, mais on me laisse aucune chance. On fait retarder les visites à la maison pour bien prouver que la chambre de mes bébés et que l'appartement est adapté. Donc ça dure 1 an. Et voilà quoi. Voilà. Du coup, on essaie de me faire passer tout mon passé douloureux et chaotique, comme ils ont dit. Alors donc, ils provoquent du génocide par rapport à mes enfants. Et donc, du coup, on me fait passer pour quelqu'un qui, en gros, a des troubles de comportement dus à son enfance. Mais à cause de qui ? À cause de l'ASE. À cause de l'âge des enfants. Vos enfants vont être placés dans des familles d'accueil différentes où il va y en avoir qu'une par lequel ils y sont encore. Il y en a qu'une, mais à part quand elle part en vacances. Donc, entre-temps, ils ont fait 3 familles d'accueil de point relais. Parce que des fois, elle est fatiguée. Elle a 60 ans et elle a une sorte de bras cassé. Elle est un peu handicapée, la femme d'accueil. Angela, vous allez vous apercevoir de différentes faits de maltraitance qui, selon vous, ont été commises par la famille d'accueil. Comment vous allez vous en apercevoir ? Je vais m'apercevoir déjà au début, à 6 mois, que ma fille était devenue tout rouge comme une tomate, donc elle a une insolation. Je m'aperçois que la couche n'est quasiment pas changée parce que la femme d'accueil est fatiguée. Hein. Donc du coup, il se passe tout ça. Donc ma fille a une mycose aggravée, plus érythème fessier, plus une sorte de boule due au frottement de la couche. En suivant, je vois, parce que mes chats jouent soi-disant avec, comment on appelle, un chat de la femme d'accueil. Donc on me dit que le chat fait partie de la vie de la femme d'accueil, donc de celle de mes enfants, donc il griffe mes enfants. Sauf que pour moi, ce n'est pas des griffures de chat, c'est les griffures de son petit-fils. Parce qu'il vit à plusieurs dans cette femme d'accueil. Alors Angela, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, vous nous avez adressé des clichés de ce que vous avez pris. Alors sans montrer forcément le visage de vos enfants, mais j'ai pris certaines photos qui sont révélatrices des différents sévices que vos enfants ont suivis. J'ai juste devant, alors je ne sais pas si vous nous suivez vous aussi sur le Facebook Live, j'ai juste devant moi une caméra et je vais me permettre de montrer certains éléments. Je vous laisse parler et je vous reprends de suite et je vous laisse expliquer les choses à nos auditeurs et à nos lecteurs. Expliquez bien voilà, les éléments de maltraitance que vous avez découverts sur vos enfants et moi je monte les photos. D'accord. Donc du coup la mycose aggravée qui a duré 1 an et demi sur ma fille, l'érythème fessier. Il y a eu l'insolation à 6 mois pour ma fille. Je vois que mon fils souffre beaucoup plus que ma fille, donc mon fils se referme un peu sur lui-même parce qu'il souffre le fait qu'elle le fait à l'arrachement de l'armement. Hein. Donc du coup il est plus accroché à moi et du coup je m'aperçois que effectivement je vois des griffures de chat, des bleus, je vois des entailles à la bouche, des griffures tout près de l'œil de mes enfants. Je vois donc le jour de Noël 2017 ma fille on me refuse ma demande pour Noël, donc j'ai jamais eu de Noël, ni de fête des mères, ni d'anniversaire pour mes enfants. Donc on me refuse Noël le 22 décembre pour me dire que en fait que je sois d'accord ou pas, mes enfants partiraient avec la femme d'accueil parce qu'elle a une deuxième maison à côté de Marseille à Orsières. Donc mes enfants partent faire 700 bornes et 700 bornes retour. Donc mes enfants du coup vont à la neige à 21 mois et il se trouve que ma fille se casse le bras le jour de Noël. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça commence vraiment par ça.
Je n'ai jamais réussi à obtenir le certificat médical et le certificat médical je l'ai, mais le compte rendu, le médecin ne veut pas me le donner. Donc j'aurais fait une lettre avec mon livret de famille et comme quoi j'ai l'autorité parentale et comme quoi j'avais l'affiliation CMU, ce que j'ai plus maintenant depuis 1 mois. Du coup, je vois mon fils avec un cocard au mois de février, un petit cocard mais atténué parce que je les voyais 2 fois par semaine, donc pendant 5 jours, je ne les voyais pas. De jeudi à mardi, je ne les voyais pas. Donc je vois mon fils déjà avec un cocard atténué. En suivant, au mois... C'est justement ce que je suis en train de montrer aux auditeurs. Oui, voilà. En suivant, le 10 mars, je vois mon fils le 11 mars. Le 10 mars, mon fils tombe, le foyer de l'enfance, je sais pas quoi, Anglette m'appelle et me dit que tout va bien. Mais effectivement, tout n'allait pas bien parce que quand je vais chercher le certificat médical et compte rendu, je vois que mon fils a eu un traumatisme facial avec point de suture. Voilà, le 10 mars. Le 23 mars, il retombe sur la même ouverture. Donc, il se rouvre les points de suture et il a un traumatisme crânien. Et le foyer de l'enfance, pareil, m'appelle en inconnu et me disent que mon fils, tout va bien. Parce que justement, 2 jours après, le 29 mars, j'avais audience. Donc, on n'a pas voulu que je découvre que mon fils a un traumatisme crânien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à l'hôpital de Saint-Palais, parce que mes enfants sont placés à 5 minutes de Saint-Palais. J'ai été à l'hôpital de Saint-Palais chercher les comptes rendus et certificats médicaux et je me suis aperçue que mon fils a un traumatisme crânien. Ça, des griffures de chat, le bras cassé, je trouve que ça fait énormément beaucoup. J'ai porté plainte. J'ai porté plainte il y a plus de 2 mois. Maintenant, ça y est, ils ont réussi à avoir tous les documents. Maintenant, ils vont écrire au procureur. Mais le procureur, je lui ai écrit 5 lettres en disant que mes enfants étaient en danger et que la femme d'accueil était inapte à recevoir mes bébés et qu'elle était fatiguée. Mais le procureur de Bayonne fait abstraction de tout, donc me zappe complet et doit classer les affaires et mes lettres. Donc du coup, je reçois un courrier comme quoi, s'il se passe des trucs, je dois porter plainte. Et ce que j'ai fait, j'ai porté plainte. Alors, au niveau du droit juridique, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, y compris pour vous, vous avez la possibilité, lorsque vous déposez une plainte, si vous n'avez pas de réponse dans les 3 mois de la part du procureur ou la suite de la plainte, vous pouvez vous constituer partie civile. Ça, vous le savez, Angela? Non, je ne savais pas, mais de toute façon, je revois mon avocat demain. Du coup, j'ai changé d'avocat. Donc, je revois mon avocat demain qui, lui, je vais lui en parler de tout ça. Lui, voilà, c'est ça. À partir du moment où vous allez déposer plainte auprès des services de police, vous allez recevoir un récépissé de plainte. Si c'est pas le cas, je vous invite à ne pas partir du commissariat de police ou de la gendarmerie sans avoir ce récépissé de plainte, puisque c'est une obligation. C'est dans le code de procédure pénale. Hein, on doit vous remettre ce récépissé de plainte. Par conséquent, si vous déposez plainte à la date de la plainte, J plus 3 mois, vous devez avoir une réponse des suites données à votre plainte, soit un classement sans suite, soit une composition pénale, soit une comparution ou un supplément d'enquête. Enfin, il doit y avoir une suite. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre plainte, dans ce cas-là, vous pouvez vous constituer partie civile en vue de vous porter partie civile sur la base de cette plainte, et c'est un juge d'instruction après qui ouvrira une information judiciaire et qui enquêtera réellement à charge et à décharge effectivement par rapport à votre situation, et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. D'accord, mais je vais le faire. Je vous laissera voir avec votre avocat, mais voilà, sachez que si vous avez besoin d'être aiguillé juridiquement, Radio Capitole est là. Au-delà des maltraitances, de ce que vous nous relatiez et de ce que moi j'ai montré comme photo à nos auditeurs de Facebook Live, comment ça doit vous déchirer de savoir que vous ne pouvez rien faire, vous n'avez... en quelque sorte, vous êtes démunis de faire quelque chose, et vous, quand vous arrivez lors de vos droits de visite avec vos enfants, vous vous apercevez de tant de choses. La couche, le problème de couche qui rend les fesses rouges, les bleus. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? C'est que je vais aller à la gendarmerie en suivant, que je vais me débrouiller pour faire le nécessaire. Je prends des photos, je montre aux éducateurs du point rencontre à Brassalaï. En fait, vu que le rapport qu'ils écrivent de tout ça, de tout ce qui se passe, est envoyé à l'ASE, donc
tout le positif ne ressort pas, bien sûr. Vos enfants... Et ils me disent que c'est normal qu'un enfant il tombe. Je dis ah bon, je dis c'est normal que mes enfants aient en l'espace de 3 mois aient plus de 10 accidents. Ces enfants, ils ont bien été ramenés à l'hôpital. Vous avez des certificats médicaux, des éléments qui constatent ces chutes. Je n'ai que le bras cassé. Je n'ai que le bras cassé, le certificat médical du bras cassé, mais j'ai pas le temps de Et qu'est-ce qu'on vous a dit, rendu par parce qu'on exemple, veut si pas on me le prend donner. l'exemple du bras cassé, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ben, on m'a dit ah c'est regrettable. Enfin l'ASE me dit c'est regrettable. On savait pas que la femme d'accueil les amènerait à la neige. Donc voilà, on m'a dit que ça arrive, que ça fait partie des choses de la vie. Mais Angela, il y a une chose qui me turlupine un petit peu. Vous êtes maman de naissance. Vous êtes titulaire de l'autorité parentale et quand bien même il y a un placement, vous conservez cette autorité parentale. Comment se fait-ce que, par exemple, lorsque vous me dites que la famille d'accueil les emmène au ski, l'aide sociale à l'enfance n'était pas au courant, vous n'étiez pas au courant, le conseil J'étais au courant général... qu'ils partaient à Marseille, mais avec accord ou sans mon accord, ils partiraient quand même. Voilà. Que vous répond le conseil général ou l'aide sociale à l'enfance lorsque vous leur évoquez les défaillances qu'ils ont produites? Et on me répond juste que c'est regrettable, que ça fait partie de la vie, que ça fait partie de la construction de mes enfants, que ça arrive qu'ils tombent, qu'ils se cassent le bras. Est-ce que vous leur avez évoqué, vous leur avez évoqué en leur disant oui, mais moi vous m'avez quand même placé les enfants pour des motifs totalement fallacieux, notamment sur le fait d'une possibilité à ce que les enfants soient en danger. Là, mes enfants sont en danger. Pourquoi vous ne faites rien? Est-ce que ça vous leur avez dit? Ah, je leur ai dit, elle est où la protection de l'enfance quand vous les laissez toujours là, dans la même femme d'accueil alors que la femme d'accueil est devenue complètement inapte pour garder des enfants en bas âge. Et on me dit que de toute façon ils changeront pas de femme d'accueil, qu'ils sont très accrochés à leur femme d'accueil, que voilà quoi. En fait, elle m'a pris ma place et que tout est normal. Et je dis j'ai l'autorité parentale, j'aimerais qu'il voie un pédopsychiatre ou quoi que ce soit, mais on me refuse complètement tout. Vu que je les vois en visite médiatisée, on ne veut pas que j'appelle SOS médecin, on ne veut pas que j'amène mes enfants au pédopsychiatre, on ne veut pas que j'appelle la gendarmerie pour constater les faits. En fait, on m'empêche de tout, quoi. Moi, ce que je peux vous proposer, Angela, c'est de tenter de contacter le conseil général de Bayonne pour savoir s'ils sont au courant de ces éléments et qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils sont au courant, mais comme il me dit, c'est les enfants placés et que c'est la protection de l'enfance qui assure la sécurité de mes enfants. Oui, mais là, on parle pas de sécurité, on parle justement d'immoralité, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vos enfants qui sont maltraités, et c'est justement cette famille d'accueil qui prend en charge vos enfants, qui se retrouve à maltraiter eux-mêmes leurs enfants, enfin vos enfants, alors qu'ils sont chargés de les protéger. Donc, il faut bien que ce service arrive à avoir une réponse concrète et nous disent pourquoi ils conservent les enfants au domicile de cette famille d'accueil et pour quelles raisons justement ils ne font rien. Il va falloir qu'ils s'expliquent. Mais ils ne veulent pas, je n'ai pas d'explication justement par rapport à ça. J'ai fait des tonnes de courriers au procureur, à la juge des enfants, mais je n'ai aucune explication. Je n'ai aucun concret. J'ai même déposé toutes les photos quand je suis arrivée le 29 mars en audience avec Anne Chaussée-Maco à Cabayon. Je déposais toutes les photos sur son bureau, mais un vrai glaçon. La juge, elle s'en foutait. Je lui dis ah bon, vous allez les laisser toujours dans la même femme d'accueil, vous me rendez pas mes enfants. Je dis c'est pas grave. Je dis moi je vais vous rendre très célèbre. Donc je vais tout faire pour médiatiser l'affaire. Que vous a-t-elle répondu? Rien, elle m'a dit qu'elle me rendait ma dernière décision et qu'elle se dessaisirait de cette affaire parce que j'ai fait une inscription de faux et que ça lui a pas plu. Parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait du faux, parce que le jour où il m'a enlevé les bébés, le 4 mai, le jour de l'audience, elle m'a dit qu'elle avait, comme je vous l'ai dit, elle m'a dit qu'elle m'a enlevé mes bébés avant que j'arrive
qu'elle avait pris la décision et que justement, du coup, vu que j'ai fait l'inscription de faux, elle se dessaisisse de cette affaire, étant donné qu'elle sait très bien qu'elle a fait du faux en écriture. Notamment, on va rappeler à nos auditeurs et lecteurs que le faux en écriture, dans le cadre judiciaire, notamment en ce qui concerne le faux en écriture pour un magistrat, est considéré comme un crime. Ça relève effectivement de la chambre criminelle et de la cour d'assises, puisque un magistrat se doit d'être totalement impartial, doit juger en son âme et conscience. Effectivement, il est souverain de sa décision, mais il ne doit pas non plus, il est fort interdit s'il y a des éléments contradictoires de l'autre côté qui contredisent la version du magistrat. Il est important pour le magistrat effectivement de toujours dire la vérité, de ne pas mentir, d'où l'effet effectivement de cette inscription de faux, et vous en avez eu bien raison, Angela. De le faire. Oui, de le faire totalement, mais elle est totalement en partialité avec l'ASE. Le dossier se décharge complètement à l'aide sociale à l'enfance, donc en gros c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui proposent des décisions, et puis elle les croit comme parole d'évangile, hein. Donc nous, les civils, que ce soit tous les parents, on n'est complètement pas écoutés. Pas écoutés, ni entendus, ni tout ça, quoi. Alors, Angela, la version de notre interview va être mise en ligne avec un article que nous avons rédigé ce matin, qui va être en ligne. Si vous aviez un message à laisser à l'aide sociale à l'enfance, au cas où, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ici en antenne ? Comme je leur dis tout le temps, de me laisser être mère, de me laisser démontrer être maman, de me laisser peut-être la chance de partir en foyer accueillement enfant, ou d'avoir la garde, ou même d'avoir quelqu'un constamment à la maison qui surveille tout ce que je fais, me fait des gestes. Mais je n'ai rien du tout. J'aimerais aussi qu'ils changent de femme d'accueil dû à la maltraitance qu'il y a eu et au défaut de soins qu'il y a eu pour mes enfants, mais ils ne font rien, ils ne m'écoutent pas, ils ne me répondent jamais à mes questions, je n'ai jamais d'écrit, je n'ai jamais de quoi que ce soit, je ne peux même pas lire les dossiers, leur rapport. Donc ils me disent de le lire au niveau du tribunal. Et ce que je veux, c'est récupérer mes enfants et les protéger. Alors, moi, effectivement, étant donné qu'ils ne peuvent pas protéger mes enfants. Donc elle est où la protection de l'enfance là-dedans? Quand on risque que mes enfants risquent la mort, risquent une fracture crânienne, risquent de se faire renverser par une voiture parce que la femme d'accueil est inapte, risque tout ça, moi c'est plus possible. Je suis maman, qu'on me laisse être maman. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes qui sont dans votre cas. Radio Capitole lance un appel à témoins, à savoir si vous êtes dans le même cas que Angela et que vous souhaitez venir témoigner en ligne sur Radio Capitole. Rien de plus simple, vous nous écrivez à témoins@radiocapitole.fr, témoins@radiocapitole.fr. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous laisser un message sur notre messagerie de la rédaction au 0811 69 08 32, 0811 69 08 32. Si comme vous êtes comme Angela dans une situation où des familles d'accueil auraient maltraité vos enfants et que vous êtes dans une situation où vous avez rassemblé un maximum d'éléments, Radio Capitole vous propose d'intégrer un appel à témoins qui est formé par une grande chaîne nationale pour un éventuel reportage sur les dérives institutionnelles liées en matière de protection de l'enfance, sur les maltraitances. Voilà, pareil, même numéro de téléphone, même adresse pour pouvoir nous écrire. Angela, un dernier mot? Juste que l'ASE compte l'abus de pouvoir. Juste que l'ASE se permette, par exemple, de me pousser au suicide parce que j'ai carrément une vidéo qui me disent mais Madame Del Duca, vous êtes toujours pas suicidée. Enfin, j'ai tout cela, quoi. Ils poussent à bout les mamans, ils m'écoutent pas. C'est horrible. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste horrible. C'est de la maltraitance psychique, émotionnelle, psychologique pour mes enfants, pour moi. C'est horrible. Angela, vous restez connectée sur la ligne de Radio Capitole. On va vous reprendre d'ici 5 minutes. On va faire une petite courte pause. Restez connectés et on revient d'ici quelques instants. Le temps de faire une petite courte pause. On va évoquer un autre sujet et je voudrais que vous restiez avec nous si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. À tout de suite.
À tout de suite. Merci. On À se tout de suite. laisse quelques petits instants, le temps de reprendre, parce que mine de rien, cette histoire, elle est relativement émouvante et catastrophique, et on a tellement envie d'aider Angela. Si vous êtes, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans le même cas, surtout n'hésitez pas à nous joindre en privé. On se retrouve d'ici quelques instants. On se laisse, voilà, 2-3 minutes, le temps en musique, et on revient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Merci. À tout de suite. Radio Capitole, la chaîne de l'info pour le droit de la famille et des enfants. On est également sur Twitter et Facebook, la chaîne en continu pour le droit de la famille et des enfants. Oui. Oui, Angela, voilà, nous sommes revenus sur Radio Capitole. Je voulais que vous restiez avec nous en ligne pour finir de parler un petit peu de votre situation, mais aussi de la situation de tant de personnes qui sont confrontées sur la même situation que vous. Vous êtes en direct, les amis, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live et également notre site internet www.radiocapitole.fr, la web radio. Angela, j'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui on vous indiquait que vos enfants reviendraient à votre domicile, dans quelles conditions vous vous engagez à les accueillir ? Je les recueille chez moi, je m'occupe bien d'eux, je suis prête à passer tous les contrôles puisque j'ai rien à m'en reprocher. Donc je serai la femme la plus heureuse en tant que maman de mes jumeaux, quoi. Psychologiquement, comment ils peuvent rétablir un lien, selon vous, avec vous ? Est-ce qu'il y a, durant les phases de placement, durant le temps où ils ont été placés, est-ce qu'il y a eu un signe distinctif entre vous, un doudou, quelque chose qui permet, un parfum, quelque chose qui permet de garder le lien entre vous et vos enfants, qui a été fait quand même ? Je n'ai pas fait grand-chose, à part que je leur ai fait un cadre avec leurs mains en peinture et j'ai mis plein de photos qu'ils ont au-dessus de leur chambre. Ça, et on peut rappeler l'âge des enfants aujourd'hui, Angela ? L'âge des enfants, vu qu'ils sont nés le 11 avril 2016, le 11 juin, ils auront 2 ans et 2 mois, exactement. Ils sont quand même très petits, hein, ces enfants. Oui. Dans votre rôle de maman, vous avez l'instinct maternel qui a toujours été, visiblement. Est-ce que vous avez encore la force de vous battre, ou est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit j'y arriverai pas, je laisse tomber, je baisse les bras? Je ne baisserai jamais les bras étant donné la souffrance qu'ils m'ont fait à moi petite et que je veux pas que mes enfants se rappellent qu'ils ont été placés. Alors, il est peut-être difficile psychologiquement de ne plus se rappeler le placement puisque vous-même vous en rappelez de votre placement, c'est ça? Moi oui, parce que j'étais de l'âge de 5 ans à 17 ans, mais mes enfants, ils ont peut-être des chances, si je les récupère à 23 ans, de ne pas se souvenir de tout ça. Vous gardez cet espoir? Ce que espoir? j'en doute, bien sûr, mais... Oui. Vous gardez vraiment cet espoir de les récupérer rapidement? Je garde cet espoir de récupérer rapidement parce que je leur ai dit que de toute façon j'allais médiatiser l'affaire et que j'allais aller jusqu'au bout. J'aurais même dit que j'étais passée à la télé. Donc voilà. Vous comptez vous retourner contre le service de l'aide sociale à l'enfance? Alors la famille d'accueil, oui, vous avez ou vous allez déposer plainte, je ne sais plus. Vous avez déposé plainte, il me semble, non? Oui, j'ai déposé plainte à 2 reprises contre la femme d'accueil pour maltraitance et j'ai dit que l'ASE faisait que mentir et qu'il jouait qu'avec mon comportement avec eux, avec l'ASE, pas avec mes bébés. Si on fait une échelle de suivi, l'ASE qui a connaissance de ces faits ne dénonce pas ces faits. Vous pourriez potentiellement les suivre pour non-dénonciation de crime, non-dénonciation de délit. Est-ce que vous pensez que vous retournez contre l'aide sociale à l'enfance et également le juge des enfants, puisque le juge des enfants a maintenu ce placement, puisque même si il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a la décision du juge des enfants qui décide le maintien de ce placement, mais il y a aussi la décision du Conseil général qui est coupable, puisqu'il faut savoir qu'en matière de protection de l'enfance, le numéro 1, c'est le Conseil général. Le garant de la protection de l'enfance, il faut bien le comprendre dans cette histoire-là, c'est le Conseil général. Le juge des enfants, c'est un petit peu comme le sous-fifre.
Donc, Oui. le Conseil général est pleinement responsable de cette affaire. Ah oui, complètement. Ça, ils n'ont pas, comme je vous dis, ils n'ont pas dénoncé le crime, ils le disent pas à la juge. C'est à moi de dire à la juge que mes enfants sont maltraités. Mhm. Et ils essaient de tout cacher. Mhm. Par la suite, vous pensez que vos enfants vont grandir de quelle façon? Est-ce qu'ils risquent d'avoir Ils la sont toujours même douleur placés. que celle que vous aviez eue ou vous pensez que voilà, vous allez être là pour eux de toute façon? Ça, j'en doute pas. Ah, moi, je serai toujours là pour eux, dans n'importe quel contexte, je serai toujours là pour eux. J'essaierai de rattraper le temps perdu. J'essaierai de tout faire pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions et de maintenir justement ce lien mère-enfant. Mhm. Alors, si je me souviens bien, tout à l'heure en début d'émission, vous nous indiquiez que vous aviez, dans votre enfance, lorsque vous aviez été placé, vous avez été rendu à votre mère et puis vous êtes retourné en placement. Est-ce que vous avez peur que l'aide sociale à l'enfance produise la même chose, c'est-à-dire reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'ils vous rendent vos enfants et par la suite attendre que tout ça se tasse, toute cette histoire se tasse et potentiellement changer de famille d'accueil et replacer vos enfants? Est-ce que ça, vous en avez peur? Ah, bien sûr que j'en ai peur, mais je ne lâcherai pas l'affaire. À la limite, je laisse passer tous les contrôles ou au pire des cas, je pars à l'étranger. C'est pas grave, je laisse tout en plan ici, je pars à l'étranger. Parce que j'ai pas du tout envie qu'on me revole mes enfants. Ok. On rappelle juste à nos auditeurs lecteurs que vous êtes de Bayonne actuellement. Donc il s'agit mise en cause le Conseil général du Pays Basque de Bayonne, accompagné effectivement d'une famille d'accueil. La famille d'accueil, elle est située où, Angela? À Loïc-Chino-Yerk, à 5 minutes de Saint-Palais. D'accord, ok. Bon, alors moi je connais pas beaucoup. À la route de la Pagode. Certainement, alors moi je suis pas d'ici, moi. Mais certainement, beaucoup de personnes qui nous écouteront connaîtront à l'issue. Je voulais simplement faire une petite aparté en aparté de la fin de discussion qu'on va avoir en remerciant les habitants de Rennes qui sont connectés, de Olivette qui sont connectés, Paris, on a Bordeaux également qui est connecté sur la web radio, on a Brignac qui est connecté également sur la web radio de Radio Capitole. Et si vous nous écoutez et que vous connaissez des personnes qui sont dans le même cas que Angela, il n'y a bien sûr aucune difficulté à ce que vous puissiez leur indiquer que Radio Capitole traite tous les sujets divers et variés liés à la protection de l'enfance et des familles. N'hésitez pas, chers habitants de Rennes, Olivier, et il y a Orange qui vient de se connecter également sur Radio Capitole. Voilà, n'hésitez pas surtout à parler autour de vous et à leur indiquer que Radio Capitole existe et qu'on est là justement pour eux, pour médiatiser certaines histoires aussi aberrantes et ubuesques les unes que les autres, comme celle d'Angela. Angela, je voulais vous remercier en tout cas d'être intervenu sur Radio Capitole. Je vous souhaite beaucoup de courage. On va probablement également, les amis, retrouver Angela prochainement dans le cadre de l'appel à témoins qui est formé par la chaîne nationale, dans le cadre d'un reportage, puisque nous collaborons avec certains confrères journalistes qui actuellement recherchent effectivement beaucoup de personnes pour tenter d'éclaircir justement tous ces différents incidents qui émaillent et qui donne une image négative de la protection de l'enfance. Et on voit bien avec l'histoire d'Angela justement que il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ce que vous pensez aussi, Angela, non? Ah oui, il y a complètement un dysfonctionnement. Il faudrait réformer pour vous, selon vous, la protection de l'enfance, réformer une nouvelle fois? Oui, il faudrait, oui. Tout ce qu'on est capable de faire, il faudrait le faire. Est-ce que selon vous, il faudrait déjudiciariser tout ce qui concerne la protection de l'enfance, c'est-à-dire ne plus rentrer dans un système judiciaire en ce qui concerne les enfants et laisser la main uniquement au Conseil général et éventuellement au procureur s'il y a effectivement un cas réel et avéré de maltraitance? Moi, je suis pour complètement qu'il n'y ait que le procureur et puis des juges des enfants, puisque les juges des enfants sont en partialité avec l'ASE et puis sont là pour à ce qu'ils aient des placements, qu'ils fassent travailler tous les sociaux, qu'ils aient 7 500 € par mois par enfant par tête. Donc oui. Il faudrait, oui.
Donc voilà, c'est ce que vous expliquiez juste à l'instant. Il faut savoir que dans le cadre d'un placement, la dernière enquête révélait, notamment à l'époque du reportage Enfance sans souffrance, la honte, révélait effectivement qu'un enfant placé apportait 7 500 € par mois, par enfant, dans le cadre de mesures de placement. Et ça, il faudrait effectivement le réformer selon l'avis d'Angela. Merci à vous en tout cas d'être venu témoigner, votre témoignage très poignant que nous n'hésiterons pas à rediffuser en version podcast sur le www.radiocapitole.fr. Je vous remercie Angela et je vous dis à très bientôt. On se retéléphone bien évidemment, vous n'oubliez pas, vous pouvez nous retéléphoner s'il y a une avancée et on garde le contact. D'accord. Merci à vous, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.